Hello à tous, c'est Maxime. On se retrouve comme chaque mercredi à 10h dans ce podcast qui a pour vocation à éclairer et faire gamberger les entrepreneurs qui l'écoutent. Pour me présenter, j'ai 21 ans, je suis entrepreneur et investisseur dans l'immobilier. Et au quotidien, j'accompagne aussi des entrepreneurs comme vous à investir dans l'immobilier. En effet, j'ai un accompagnement qui aide les entrepreneurs à investir dans leur premier investissement locatif de A à Z et il est garanti au succès de l'opération. Juste avant de vous laisser avec l'épisode du jour, je tenais à remercier Blanc et son cofondateur Simon qui m'accompagnent sur le podcast. Blanc, c'est un compte bancaire qui facilite la gestion financière des indépendants. D'ailleurs, Simon est intervenu lors du 11e épisode du podcast que je vous invite évidemment à écouter après cet épisode et que vous pourrez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Vous êtes aujourd'hui des dizaines d'auditeurs à avoir testé Blanc et à en être pleinement satisfait, à avoir une application qui vous aide sur votre gestion financière au quotidien et je vous remercie d'ailleurs pour les retours que vous nous avez faits. Pour tous ceux qui ne sont pas encore inscrits, je vous invite à consulter le site de Blanc, www.blanc.app. On se retrouve à la fin de l'épisode. Bon visionnage! Et on se retrouve avec Cyril. Merci Cyril d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter simplement en quelques mots comme tu te présenterais à ta famille, à tes amis? Écoute, merci Maxime de m'avoir invité déjà. J'ai 42 ans, en couple, 2 enfants, 6 et 8 ans. J'ai fait une scolarité, tout ce qu'il y a de plus classique, on va dire, jusqu'au collège, où à partir de là, je suis parti de chez moi pour des raisons sportives, à Lyon, et après au lycée, deuxième partie du lycée à Grenoble, tout en étant sportif de haut niveau. Ok, écoute, on va revenir sur ce qui fait que tu es aujourd'hui marchand de biens et que tu as une conciergerie aussi, dont tu vas nous parler dans la deuxième partie du podcast. Est-ce que si on revient sur donc la première partie de ta vie, sur l'enfance, l'éducation, tu peux nous dire quel niveau scolaire tu avais? Est-ce que tu avais des passions autres que le foot? Alors, passion autre que le foot, ça me prenait quasiment 100% de mon temps. Ouais. J'ai joué très tard, j'ai joué jusqu'à encore 3 ans. Ok. Après en amateur, Ouais. au-delà de ce qui s'est passé dans ma jeune carrière, pas de passion en plus, pas le temps. Par contre, après une éducation, on va dire, classique, assez rigoureuse, j'étais plutôt un enfant sage, je travaillais très bien à l'école, ce qui m'a permis de mener les deux de front jusqu'à l'obtention de mon diplôme en école d'ingénieur, Ok, puisque j'étais toujours dans les premiers et très bon élève. ça marche. T'avais quoi comme éducation de la part de tes parents? Est-ce que t'avais déjà pour vocation, alors mis à part j'imagine ce rêve-là, surtout quand t'as un bon niveau, on l'a tous eu, hein, ce rêve de devenir joueur pro, moi je voulais jouer au hand, mais bon, moi j'avais pas le niveau en plus qui suivait, donc moins de rêves, moins d'ambition, mais est-ce que t'avais une appétence pour un métier en particulier par rapport à ce que faisaient tes parents ou l'entourage familial? Alors, concernant le sport, oui, j'avais eu à un moment donné le rêve de jouer le plus haut possible, voire devenir professionnel. Après, très vite, j'ai compris à 16-17 ans que ce rêve-là, je ne l'atteindrais pas. Par contre, je suis assez fier parce que j'ai tout donné et je sais que je suis allé au maximum de ce que je pouvais faire. Et ça, c'est un peu l'éducation aujourd'hui que je transmets déjà à mes enfants dans le sport et de savoir aller au maximum de ce qu'on peut faire pour avoir aucun regret. Après, moi, j'avais 2 types de familles. Une famille qui était plutôt du côté de l'enseignement, avec de belles valeurs forcément. C'était des passionnés. Et une deuxième famille, mon grand-père qui arrivait d'Italie, qui a créé sa structure de maçonnerie. Et du coup, j'ai pris un peu tout ce qu'il y avait de positif des deux côtés. Et dans un coin de ma tête, j'avais toujours eu l'envie un jour d'entreprendre, voire de reprendre l'entreprise familiale. Chose qui ne s'est pas fait pour plusieurs raisons plus tard, mais j'avais toujours ça dans le coin de ma tête. Et mes études, j'ai suivi des études toujours très généralistes parce que j'avais aucune cible de métier. Et je me suis dit, si on fait une école d'ingé généraliste, génie industriel, à l'INP à Grenoble, aujourd'hui, ça nous ouvrira toutes les portes. Ouais, bon, c'était plutôt une bonne réflexion, je pense, à ce moment-là. T'as quoi comme rapport avec l'argent? Je te pose cette question parce que les entrepreneurs, c'est souvent un leitmotiv, c'est souvent ce qui te mène finalement dans l'entrepreneuriat. Toi, à ce moment-là, hein, pas maintenant actuellement, mais toi, à ce moment-là, quand tu es dans cette période-là d'enfance, adolescence, t'as quoi comme rapport avec l'argent? J'avais des familles aujourd'hui où l'argent, un sou était un sou. Où voilà, c'est un peu bizarre parce qu'en entrepreneur, aujourd'hui, il faut investir, faut dépenser. Aujourd'hui, c'était un peu mon frein. J'avais pas la gestion du risque. Aujourd'hui, tout était calculé. J'ai eu une enfant très heureuse, hein, on va dire, j'ai jamais manqué de rien.
Mais voilà, c'était vraiment un sou est un sou. Et quand tu es entrepreneur, le problème, c'est que si tu comptes à l'euro près, tu t'en C'est rends vite compte compliqué. que tu n'arrives pas à développer. Chose que j'ai eu beaucoup de mal à changer. Ok. Et beaucoup de mal, si j'ai mis autant de temps à me lancer, je pense que ça a été un des plus gros freins par rapport à mon éducation. Voilà, c'est de se dire, je prends un peu de risque, je maîtrise le risque, j'investis, quitte à perdre une fois un peu, mais je prends ce risque-là. Ok. Il a évolué ton rapport avec l'argent, c'est-à-dire tu as eu un déclic à un moment donné qui t'a fait avoir une gestion saine de tes entreprises, etc. Je fais un petit bond, on reviendra évidemment sur ton parcours. Oui, il a évolué depuis que j'ai créé mes structures, Ouais. depuis que je me dis, faut prendre du recul. Peut-être aussi depuis que j'ai correctement gagné ma vie et que du coup, je sais que j'ai assuré un petit peu mes arrières. J'ai toujours vécu, pour moi, au début de mon activité salariat, on reviendra après dessus, mais pour moi, en dessous de mes moyens, ce qui m'a permis aujourd'hui de développer et d'avoir des moyens financiers sur mes opérations de marchand. Mais j'ai toujours mis de côté. Je veux dire, j'ai toujours mis de côté, j'ai toujours acquis mes résidences principales en deçà de mes capacités, bien en deçà de mes capacités d'endettement, pour pouvoir voilà, avoir de la trésor dispo au cas de coup dur. Et aujourd'hui, j'ai un peu évolué, effectivement, en disant maintenant j'ai un peu assis, maintenant il faut profiter, sans forcément faire des dépenses faramineuses. Mais voilà, je me suis longtemps interdit à acheter des choses un peu chères. Voilà. J'ai toujours regardé les prix dans mon enfance. Dans mon enfance ou, on va dire, au début de ma vie professionnelle. Ok. Tu as fait une école d'ingé, du coup, tu nous disais après tes études. Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu l'as fait dans une spécialisation qui a un rapport avec l'immobilier? On va y venir juste après. Ou alors tu l'as fait vraiment par pure sécurité, par pure motivation pour ces études-là? Alors, je l'ai fait en sportif. Donc, j'ai étalé ma prépa Ouais. et mon école sur 2 années et demie de plus pour pouvoir avoir le temps de cumuler 8 à 10 entraînements par semaine et les week-ends et ma scolarité. Je l'ai fait parce qu'il fallait faire, parce que c'était bien à l'époque, de faire une école d'ingé. C'était bien d'avoir un bac plus 5. C'était bien voilà, d'avoir un diplôme pour sécuriser ta vie professionnelle. Ok. J'ai pris quelque chose de large qui m'intéressait quand même. Je ne suis pas allé dans n'importe quelle voie non plus, mais j'ai pas pris avec un but précis. J'ai pas pris dans le sens où voilà, je veux faire ce métier-là derrière. Donc c'est cette formation-là. Je l'ai suivi le parcours après la terminale S. Je suis rentré en prépa, intégré parce que c'était plus facile le sport en prépa intégré qu'en prépa classique, mais avec aucun objectif précis, aucun métier précis. C'est d'ailleurs pour ça que mon premier métier aujourd'hui, je suis arrivé dans le bâtiment puisque en école il fallait faire un stage. J'étais un peu sec et que je me suis dit allez voir le bâtiment pour la reprise de l'entreprise de mon grand-père potentiellement qui était tenue par mon oncle. Pourquoi T'avais encore ça en tête à ce moment-là, J'avais quoi. déjà ça en tête et pourquoi pas découvrir le métier. Du coup, il se connaissait d'autres entreprises de bâtiment et je suis allé tester le métier, ce que je pouvais faire dans une autre société. Et ça m'a plu, Ouais. ça m'a pas déplu, ça m'a plu et du coup, j'ai continué sur cette voie-là au début de ma carrière professionnelle. Ok, donc quand tu quittes cette école d'ingé, quand tu es diplômé, ton ambition sportive, tu le disais avant, elle est pas forcément développée plus que ça. Tu es en sportif de haut niveau, mais tu sais que Elle s'arrête même à ce moment-là. elle s'arrête même à Elle ce moment-là. s'arrête Ok. à ce moment-là parce que le jour où je suis diplômé, il faut c'est soit tu perces dans le sport et tu gagnes ta vie dans le foot, quel que soit le salaire que T'as eu des propositions ou pas du tout? Ou non, Aucune. c'était pas, Aucune. Non, ouais, c'était pas le niveau pour être j'avais pas le professionnel. niveau pour être professionnel, je le savais, j'ai pris du plaisir, j'ai joué le plus haut possible, je suis resté 6 ans ou 7 ans au GF38, en réserve de l'équipe dans le groupe d'entraînement, parce que moi j'étais gardien de but et souvent le gardien de pro redescendait. Mhm. Donc j'étais dans le groupe d'entraînement, j'ai côtoyé des joueurs, voilà. Mais à la fin de mes études, je ne pouvais plus adapter la vie professionnelle et la vie sportive, donc j'ai quitté ce monde-là en 2017 à la fin de mes études. Ok, ça marche. Et du coup, quand tu rentres dans le salariat, dans ta première boîte, quelle activité domine un petit peu tes choix? Pourquoi tu t'orientes plus vers la construction que d'autres choses? Toujours pour dans l'espoir de reprendre une société qui était celle de mon oncle. Aujourd'hui, je suis tombé dans un grand groupe national, mais sur Grenoble avec une petite structure très familiale. J'étais un peu pris sous l'aile, on va dire, de l'encadrement du CODIR et j'ai pu faire des choses assez sympas. J'étais responsable études de prix Ok, chez un major de la construction. ok, Donc plutôt chiffrage de projets, chiffrage de travaux, savoir combien ça coûte. Voilà. Et j'ai fini chez eux où je faisais un peu de la responsabilité de montage de permis pour une de leurs filiales qui fait du développement complet d'opérations. c'est un peu ton premier pas dans l'immobilier au sens large du terme.
En 2007, oui. Ouais, ok, ça marche. Et t'investiras un petit peu après, on va y venir juste après. Pourquoi tu quittes on peut citer ou pas le On peut nom? citer Vinci Construction. Vinci Ouais. Construction. Très Euh, belle boutique, on peut citer. ouais, bien sûr. En 2014, pourquoi tu quittes cette boîte-là? Qu'est-ce qui fait? T'as fait le tour un petit peu de la boîte? Tu veux voir d'autres choses? J'ai fait le tour. Je savais que je progresserais pas, puisque le métier de la construction, il faut prendre un peu de temps pour monter les échelons. J'avais fait le tour de mon poste, même si le jour où j'ai annoncé que je partais, on a essayé de me retenir en faisant un plan de carrière. J'y ai pas cru, c'était trop compliqué. Et pourquoi je suis parti? C'est juste un jour, par hasard, j'ai vu une annonce, j'ai répondu, je me suis dit on verra. Ah, il m'appelle pour l'entretien. Ah, j'y vais, ça peut être sympa, on verra. L'entretien s'est très bien passé, et puis après j'avais une belle proposition, il fallait prendre une décision. Ouais. Envie toujours de me remettre en question, envie de progresser, envie des challenges. Moi j'étais partant, mon entourage un peu moins toujours, par peur du risque de remettre en question, de changer. Voilà, c'était assez train-train du côté de ma famille. Du coup, voilà, ils étaient toujours un peu angoissés sur ça. Ouais. Et du coup, moi j'ai pris ce tournant-là en 2014, qui aujourd'hui a été très bénéfique pour moi. Et ça s'est très bien passé. Donc on peut citer aussi, je rejoins Cogedim Grenoble en 2014 en tant que directeur. On va couper ce que j'ai oublié. En tant que directeur technique, Ouais, non? en tant que directeur technique. Ok, Voilà, un petit trou de mémoire. pas de souci. Mais en tant que directeur technique, sur lequel, voilà, pour donner un peu le poste, c'est que j'accompagne les développeurs sur le coût du projet au moment où ils sont en développement avant de faire une offre sur un foncier. Ok, J'accompagne le service programme sur le montage de permis pour respecter le budget que j'ai donné, les cahiers des charges techniques, les optimisations, le budget. Après, je reprends la main un petit peu tout ce qui est montage de pièces écrites, consultation des entreprises, choix des entreprises. Et moi, chez Cogedim, en tout cas, ma mission s'arrêtait là, c'est-à-dire qu'une fois que j'avais désigné les entreprises, il y avait un service après qui prenait le relais, qui était le service construction. donc tu chapeautais finalement le tout jusqu'à que l'opération commence, la première pierre soit mise en place sur le terrain, c'est toi qui chapeautais tout. Oui, quand je suis De la arrivé. recherche à la... Non, la recherche chez les développeurs. Ouais. Et ils amenaient un foncier. C'est avec toi eux, ils travaillaient- Je travaillais en parallèle avec Ok. eux. J'étais un peu un service support, si Ouais. tu veux. Et après, le programme, c'est vraiment le programme qui chapeaute tout. Ok. Du montage du permis jusqu'à la livraison, service support au montage. J'ai fait des montages aussi seul, parce que Cogedim Grenoble, quand je suis arrivé, était une petite structure. Après, on s'est développé. Aujourd'hui, on a fait, quand je suis arrivé, ça faisait quoi, 70-80 logements. Et quand je suis parti, peut-être 350 logements à l'année. Ouais, donc Tous les logements passaient quand même pas mal, quoi. par mes mains en termes de consultation, de négociation. Ok. Et je suis resté jusqu'à Cogedim Grenoble dans ces fonctions-là jusqu'à juillet 2022, où là j'ai pris mon envol en tant qu'entrepreneur. Et je les ai accompagnés encore sur 2 grosses opérations que j'avais en charge pendant quasiment 8 à peu près 8 mois en tant que consultant extérieur. Très bien. Tu découvres aussi l'investissement locatif, donc l'immobilier au sens plus global et plus terre à terre, hein. On n'est pas sur des 350 logements par an, etc. En 2010, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours de quand est-ce que tu as le déclic d'investir dans l'immobilier? Pourquoi tu investis? Quelle est ta première opération, etc. À une ère où, sans te vieillir, excuse-moi, une ère, le terme il est un peu péjoratif, mais à une année en tout cas où il n'y a pas les réseaux sociaux, en tout cas, il n'y a pas l'information qu'on a aujourd'hui grâce aux podcasts, grâce aux vidéos YouTube, etc. Alors effectivement, pas de réseau, donc je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pas investi plus tôt et ou j'ai peu investi, ou je serais peut-être pas là aujourd'hui en termes d'investissement s'il y avait toute cette information, cette accessibilité, ces choses comme ça. En 2010, à un moment donné, je me dis, bon, c'est bien, tu gagnes un peu d'argent, il faut quand même le placer, il faut voir un peu plus loin pour ta retraite, tu vois, le bon raisonnement on va dire pas de père de famille, pas à l'époque, mais ouais, le bon schéma dans lequel je suis. Mais par contre, j'ai très vite compris que pour gagner 5% de rendement, ça m'intéressait pas non plus. Ouais. Et qu'il fallait un peu des opérations sur lesquelles voilà, on ait une perspective quelconque. Donc, contre toute attente, en 2010, je fais un cellier. Mais un cellier un peu particulier puisque j'avais ciblé qu'il y avait une niche dans le cellier, ce qui était la réhabilitation. C'est-à-dire que je suis allé visiter un immeuble. Au départ, c'était pour acheter le Galta pour le transformer en logement. Et comme ça, je faisais de la réa, je faisais les travaux et on avait la même réduction. Si on faisait du cellier intermédiaire, à l'époque, c'était 36% du montant investi. Sauf qu'on n'achetait pas cher, on n'achetait pas l'équivalent d'un promoteur, mais on achetait l'équivalent d'un bien ancien et on avait la défisque. Chose que quand je rencontre, l'immeuble entier était insalubre et du coup, avec des amis, on se dit, je demande à l'agent il me dit non, j'y crois pas. Je dis, réservez-moi les 3 lots pendant 15 jours et moi, je vous dis ce qu'on prend.
Et du coup, moi, j'ai pris le premier, un copain à moi a pris le deuxième. Et finalement, le troisième, il l'a pas pris, il a mis trop de temps, ils l'ont vendu. Et du coup, on a fait passer nos appartements dans un quartier favorisé de Grenoble, en cellier intermédiaire. Et j'ai poussé encore plus loin le montage financier, c'est-à-dire que moi, j'ai pris de l'intermédiaire pour avoir 36%. Le loyer intermédiaire est l'équivalent du loyer modéré de l'ANA. Ok. Et j'ai fait financer mes travaux par l'ANA. Génial. Donc une opération ultra rentable Une dès op- le début pour commencer. Une opération à cash flow neutre au démarrage, à cash flow Ouais. positif rapidement. Et aujourd'hui, avec un bien qui a fait de la plus-value par rapport à certains biens de Grenoble que tu as acheté dans le neuf, qui aujourd'hui, même en cellier ou en Pinel ou tout ce que tu veux, qui a fait pas de plus-value. Sans moins-value, exactement. Voilà. Donc tu disais à peu près 30%, une marge. Ouais, aujourd'hui, 30% de plus-value par rapport au 30% de prix plus-value. d'achat, y compris travaux, sachant Ouais. que les travaux, on les a récupérés en net par l'ANA. Exactement. Donc finalement, ça fait quand même quelque Ça chose fait un peu plus. de ultra rentable que tu pourras bientôt revendre. Tu me disais juste avant le podcast 2010, 15 ans de détention, donc pourtant, on peut arbitrer aujourd'hui dans 2 ans. Dans 2 ans, on a dans cette structure de SCI un deuxième bien qu'on a fait pareil, un bout de cellier pour le coup, où ça s'annulait en 2011. Donc on pourra pareil arbitrer si on le souhaite. 2026. 2026, les 2 appartements qui sont SCI. Ok. T'as enchaîné sur d'autres investissements J'ai plus rentables que les celliers. Enfin, même, on a cette vision-là du cellier pas rentable. Toi, il est ultra rentable dans ton cas. Mais est-ce que tu as fait d'autres investissements type cash flow, etc. Alors, j'ai pas enchaîné parce Ouais. que pareil, j'ai été un peu freiné. Entre-temps, j'ai acheté une ERP, j'ai changé de job, c'était ma petite vie. J'étais encore assez focus sur le sport. Et si tu veux, ce monde-là m'intéressait moins. Petit, on va dire 2016-2018, j'ai mes enfants qui arrivent. Ok. Peut-être 2018, un premier déclencheur en disant que je me mets un peu au réseau, par exemple dans le congé paternité, je regarde un peu et je me dis, tiens, pourquoi ils le font pas moi? Sachant que je me dis à chaque fois que je discute avec quelqu'un qui investit, franchement, je pense que je peux faire aussi bien, voire mieux que lui. Du coup, je fais 2 colocs parce que pas de Airbnb, ça m'intéresse pas. Pour moi, c'était un peu risqué au départ, Ouais. j'avoue. Et c'est surtout trop chronophage. Je le sentais pas, j'avais pas le temps. Je travaillais quand même assez en salariat, des gros horaires, un peu de charge mentale. Donc, je voulais quand même des choses qui tournent tout seul, mais mieux que le nu. Donc, on fait 2 colocs en 2019 et 2020, qui est effectivement un cash flow positif. On va dire, si on prend le bilan pur, c'est 500 € par mois par coloc, mais après le bilan réel avec un peu de turnover, c'est quand même un peu moins. Mais moi, l'objectif de ces colocs, c'était même pas de faire un complément de salaire, un petit, mais c'est déjà que ça se tourne tout seul, que ça se paye largement et que ça paye les travaux derrière s'il y avait besoin, avec un peu de cash flow, c'était le bonus. Mais c'était vraiment pas dans cet esprit-là parce que voilà, en termes de salariés, j'avais un salaire qui était correct. Ok. T'enchaînes d'autres projets immobiliers? Oui, Une fois qu'on est piqué, une fois qu'on commence. Pour le coup, après, après, on s'est pris au jeu. Après, avec les connaissances qu'on a, on se dit, on change de RP. Pourquoi pas faire une RP standard, pas standard, justement pas standard, mais se faire un petit aller-retour en RP. Donc, c'est là où on achète une grange, petite rénovation. On garde que les 4 murs. Et derrière, on revend la grange. Ce qui me permet, c'était en 2020-2021. Ce qui me permet derrière de me dire, je quitte mon salariat, on a assis une plus-value, celle-ci va me permettre au moins à me lancer, à me générer des fonds pour ma structure de marchand de biens. J'opte pour la création d'entreprise avec 2 ans de chômage, ce qui me permet de me sécuriser un minimum. Et derrière, on verra au bout de 2 ans, ça a marché ou ça va marcher. Ok. Et en parallèle de ça, si je suis bien l'histoire, tu montes aussi une conciergerie alors que tu es même encore salarié. Est-ce que tu peux revenir sur cette partie-là, sur la partie conciergerie? Quelle idée t'as, comment tu la montes, etc. Alors, l'idée de la conciergerie, aujourd'hui, elle est venue sur un événement familial qu'il y a eu en janvier 2020, qui m'a fait encore réfléchir, sur lequel, aujourd'hui, je me suis dit, ça a été un peu le déclic. Vraiment, 2020 était un peu l'année des déclics globaux. Je me dis, à un moment donné, t'as envie depuis un moment, t'oses pas, mais il va falloir se lancer. Et puis, en février 2020, on avait acheté un appartement au ski un an ou 2 avant, juste pour y aller une semaine, parce qu'on avait marre de louer des apparts, et on s'était acheté un appart. On y va une semaine en hiver, février 2020. On fait un apéro avec un voisin, il nous dit, tu fais un peu d'investissement, j'en ai marre de gérer mon appart, l'agence n'est pas bonne, tu veux le gérer? Je dis, ok, je monte une boîte. Entre-temps, Covid. Je réfléchis un peu, je dis, ok, on la monte quand même. Donc, je monte ma boîte, je monte une conciergerie, juin 2020. Il se passe rien, on va dire, puisque hiver 21, les stations sont fermées. Il se passe rien jusqu'à hiver 22.
Hiver 22, après pour donner un petit peu un ordre de croissance, hiver 22, 10-15 biens, je suis encore salarié, je fais les deux, je monte des fois le soir s'il faut, j'ai une personne sur place, j'ai une presta sur place, je bricole. Vraiment, c'est un peu de bricolage, ça tient. Hiver 23, 30 biens, hiver 24, cette année 60. Et ça, on va dire sans aucune pub, sans rien, juste bouche à oreille, suffit de bien faire son travail, de bien communiquer, on va dire engagement, service client, voilà, tu réponds aux gens, tu es transparent sur tout ce que tu fais avec tes propriétaires, il y a un problème, tu leur dis. Vraiment, tu tisses un ou deux partenariats, entre guillemets, dans la station, des gens qui disent « Ah, c'est nouveau, testez-le, c'est pas mal ». Et vraiment une croissance, on va dire, exponentielle quand même. Ouais, c'est clair. Due par Alors, la conciergerie, elle a Alpe d'Huez. C'est pour ça, on n'en a pas parlé, mais c'est quand même un métier très cyclique, très ponctuel. Et il y a une croissance de logement là-haut qui fait qu'on a attiré quand même des gens assez facilement en nouvel appartement. Une croissance derrière qui était aussi, on a structuré par du salariat. Aujourd'hui, on a bientôt 4 salariés sur la structure. Donc, il fallait staffer justement pour qu'on puisse être en ligne avec nos valeurs. Okay. Qu'on prône aujourd'hui, c'est de l'engagement, de l'excellence et de l'authenticité. On se veut une petite structure qui grossit, puisque l'hiver prochain, au moins 75 biens. Et l'année d'après, je pense qu'on ira chercher les 100. Mais toujours sans forcément griller les étages. Je préfère faire du step by step, la qualité d'apport, que aller chercher de la renta. On structure doucement la société. Ok. C'est quoi votre business model aujourd'hui sur la conciergerie, même si on a l'idée que ça soit le même pour chacune des conciergeries? C'est quoi le vôtre? Est-ce qu'il est un peu innovant? Il est un peu différent des autres? Alors, il est un peu innovant ou pas par une pure conciergerie, on va dire, de grandes villes, Lyon, Paris, Marseille, tout ce que tu veux. Pas trop. Aujourd'hui, il y a moins de conciergerie en station. Il y a un savoir-faire qui est un petit peu différent parce que c'est des charges ponctuelles, c'est des samedis. Aujourd'hui, on arrive avec une offre, effectivement, qui est différenciante, on va dire, des acteurs classiques. C'est-à-dire qu'on a des frais de gestion, puisqu'on prend uniquement des biens en gestion totale. On est une agence. Conciergerie, c'est joli. Agence, on ne fait pas de la transac, même si on pourrait la faire. Le modèle économique, c'est frais de gestion. On rajoute nos frais annexes qui peuvent être du linge, qui peuvent être du ménage, voire des frais d'entrée-sortie sur les petits biens. Okay. Ce qui nous permet aujourd'hui, quand on sépare nos frais fixes, au-delà des frais d'entrée-sortie, mais surtout des frais de ménage et de linge, qui nous permet d'avoir, quelle que soit la durée d'ouverture, quelle que soit l'époque d'ouverture, on va dire basse saison, été par rapport à l'hiver, de nous retrouver. Et ce modèle économique aujourd'hui n'est pas fait forcément par les agences, vers les agences, ce qui nous permet, nous, de concurrencer les agences sur ce terrain-là et de proposer les biens toute l'année, et que les propriétaires, même si en été peuvent payer un peu plus de frais, on va dire annexes par rapport au montant de la location, ont déjà du CA, du chiffre d'affaires qu'ils n'auraient pas avec d'autres structures ou du samedi. Nous, on peut ouvrir 7 sur 7, on peut faire des arrivées tous les hors vacances scolaires où on cadre, parce que là, il y a de la demande. Janvier, avril, on ouvre n'importe quand, 7 nuits, 3 nuits, 4 nuits, on fait du gap fill, on fait du taux de remplissage, voilà, et on fait une stratégie par propriétaire. C'est-à-dire que j'ai un propriétaire qui veut faire de la remise de dernière minute, j'ai un propriétaire qui veut faire du 4 nuits, j'ai un propriétaire qui me dit en tout tel prix, je loue pas. On adapte, on fait des questionnaires. Tu les fais jouer avec toi, en fait, finalement, sur cette stratégie de commercialisation. C'est-à-dire que c'est eux qui déterminent avec toi, avec tes conseils, j'imagine, mais leur stratégie de commercialisation? Oui, c'est ce qu'on a mis en place cette année. C'est-à-dire que c'est eux, après des questions précises, s'ils veulent ouvrir samedi, dimanche, des courts séjours, des prix minimum, de la stratégie agressive en dernière minute parce qu'il veut faire de la pure loc, il a besoin de la rentabilité, pas de stratégie. Après, j'imagine qu'il y a même des propriétaires qui doivent s'en quoi, qui doivent te dire, oui, on a mis ça en place, mais je viens de dire, il y avait 30, 40, 50% aujourd'hui qui nous ont dit on vous fait confiance, ça marche bien, continuez à gérer. Mais aujourd'hui, on a mis ça avec les propriétaires et ils sont contents parce que pour le coup, ils ont l'impression de gérer un petit peu leur bien et d'avoir un peu la main. Et on a développé une application où ils voient les réseaux en temps réel, ils voient leur chiffre d'affaires en temps réel. En fait, si tu veux, dans cette conciergerie que tu parlais de valeur aujourd'hui, on développe nos propres outils. Puisque nous, on est un peu spécifique et sur le marché, on ne trouve rien qui nous convient. Donc, on développe nos applications avec du no-code. Voilà.
Ouais, donc ça, c'est déjà une barrière supplémentaire parce que j'ai te demandé aujourd'hui, la conciergerie grandit. Vous souhaitez vous agrandir encore plus et potentiellement vous ouvrir en tant que franchiseur demain. On va en parler juste après. Mais quelle est la différence entre ta conciergerie et une autre, sachant que c'est un modèle, la conciergerie, que je connais bien, où il y a zéro barrière à l'entrée. Zéro. Aujourd'hui, tout le monde peut se dire conciergerie, tout le monde peut le faire. Ce que je te disais aussi, c'est que tout le monde peut pas forcément bien le faire. Alors, on fait pas tout bien, hein. Nous, on a fait amende honorable. On assume déjà nos erreurs vis-à-vis des propriétaires. S'il y a des problèmes, on assume. Moi, j'avais pris pour... bon, après, on a des anecdotes aujourd'hui, mais tout le monde ne peut pas faire conciergerie. Certaines personnes qui se disent concierge, déjà, gestion, pas de carte G, c'est un grand débat. On va pas rentrer dans ce débat, mais déjà, il faut être capable de faire à minima un peu de gestion, même si tu n'as pas la carte G pour tes proprios. Donc déjà, c'est pas ouvert. En montagne, tu n'as pas forcément, on va dire, malheureusement, la même population qu'en bas et le même niveau que les gens peuvent avoir en bas. Tu as plus de locaux. Eux, ce qu'ils entendent par conciergerie dans les stations de ski, c'est de la remise de clés du ménage. Et ces gens-là font même le ménage eux-mêmes. Donc nous, on a un peu quand même cadré tout ça, montré un business plan global en disant, voilà, on fait intervenir des gens extérieurs. Et après, on propose des outils pointus, un peu fouillés quand même au potentiel franchisé, parce que oui, aujourd'hui, le modèle économique, ça fait 8 mois qu'on est en train de travailler nos DIP, nos MSF avec un cabinet de conseil et des avocats, puisqu'on lance la conciergerie, la franchise à partir en développement commercial à partir de la semaine prochaine. Ok. Voilà. Donc quand on sortira le podcast, ça fera déjà à peu près 2 mois que la conciergerie, le modèle de franchise sera lancé. C'est quoi la différence entre un modèle de conciergerie que tu proposes par rapport à d'autres ? Aujourd'hui, moi, c'est par rapport à d'autres conciergeries, il peut y avoir le même type que nous. Aujourd'hui, moi, si je parle de ce que je connais à l'Alpe, j'ai deux agences et une agence conciergerie comme moi qui travaille un peu comme moi. Aujourd'hui, nous, ce qu'on veut proposer, c'est un peu quelque chose de assez cadré, assez basé sur le service. Mais c'est surtout pourquoi je veux faire ça, parce que je ne veux pas me développer dans d'autres stations. L'idée, c'est vraiment de garder l'Alpe d'Huez comme base, comme point d'ancrage. Et ce que je dis à mes propriétaires, c'est pas nous qui allons aller coloniser, entre guillemets, d'autres stations. L'idée, c'est plutôt d'accompagner des gens qui ont envie d'entreprendre. C'est accompagner justement les gens qui ont envie de changer de vie, envie de faire des choses. Avec ma carte G, s'ils ne l'ont pas, ça sera pas le modèle de franchise, on basculera sur un modèle d'agent co. Ou sécuriser des gens qui ont peur de se lancer, de les accompagner, de leur donner nos outils, puisqu'aujourd'hui nos outils commencent à être éprouvés. On a bâti on va dire des applications par intervenant, on a nos logiciels, on fait beaucoup de choses dans nos codes qu'on ne trouve pas aujourd'hui sur le commerce, et c'est leur donner nos applications, leur donner notre méthode de travail pour qu'ils progressent. Et celui qui va rentrer chez nous aujourd'hui en termes d'agent co, moi, l'idée que j'ai derrière, c'est pas le laisser en agent co, même si nous, en pourcentage, on pourrait ramener plus sur ce qui va rentrer. C'est de le faire progresser pour qu'il s'oriente vers la franchise, qu'il soit lui-même son propre patron. Et qu'il ouvre son secteur, qu'il ouvre son secteur et qu'il gagne l'exclusivité de son secteur, etc., pour pouvoir travailler et être purement implanté sur son secteur à lui. C'est ça. Aujourd'hui, nous, l'idée, c'est d'aller chercher d'autres stations. Ouais. Ski et balnéaire, c'est pour ça qu'on a aussi changé de nom entre 2020 et aujourd'hui. Ouais. Station de ski, on veut forcément quelqu'un de locaux, qui a un peu de réseau, qui a un peu de tissu, et il sera en exclusivité s'il respecte ses engagements. On mettra forcément dans les contrats quelques, on va dire, barrières pour pouvoir un peu, s'il ne les respecte pas, mais c'est de le mettre vraiment en monopole sur les stations, sur chaque station. Okay. Et c'est d'aller chercher 10-15 stations dans les 5 ans. Ok. On va dire, essayer d'aller ouvrir 2 à 3 stations par an. Ça serait joli. Ouais. Et puis aller potentiellement, si on trouve la bonne personne, d'aller ouvrir des stations balnéaires. Mais ça serait plus sur de la maison haut de gamme que sur un appartement T2 bord de mer. Bien sûr. Puisque aujourd'hui, on a aussi pris un peu un virage, plutôt des appartements très qualitatifs, haut de gamme, et à minimum 50-60 mètres carrés. Ouais. Voire, ça sera plutôt de la maison si on s'oriente sur le modèle balnéaire. Ok, vous avez une belle ambition. Aujourd'hui, un franchisé qui rentre chez Omency, c'est ça C'est ça, le nouveau nom, effectivement, c'est Omency. Qui rentre chez vous, combien il peut espérer gagner quand il met en place la structure, etc., comment il peut espérer gagner? Est-ce que tu peux nous partager quelques chiffres que vous avez réalisés, vous? Oui, alors,
Les premières années, effectivement, l'idée, c'est quand même soit d'avoir un revenu complémentaire, parce que le temps que ça se développe, c'est toujours long, le temps de rentrer 10 biens, 15 biens, cueillir les frais de gestion. Alors, le franchisé qui rentre aujourd'hui, il peut aussi commencer à faire, lui, la remise de clés, il peut aussi, il sera obligé. Lui, à faire quelques ménages, il peut prendre les frais de ménage pour lui. Donc, on va dire, dès la première saison, il peut se payer, mais après, aujourd'hui, effectivement, il y a un trou de rentrée. L'idéal, c'est d'avoir un an et demi, pas un double pass, mais se trouver soit une rupture, être au chômage, ouais. une rupture conventionnelle, une création de rupture société, même si on mettra peut-être à disposition pour les franchisés dans d'autres stations la carte T pour pouvoir rentrer des honoraires s'ils le souhaitent rapidement. Aujourd'hui, c'est une stratégie qu'on développera pas forcément tout de suite à l'Alpe d'Huez. On souhaite garder nos réseaux de partenaires, pas aller forcément faire la transaction. On peut le mettre à disposition dans d'autres stations. Et après, on va dire, au bout de 3 ans, si on prend le schéma standard d'évolution, peut se faire un salaire de cadre. Ok, ce qui est déjà correct. Un cadre sup. Aujourd'hui, je pense qu'un franchisé, au bout de 3 ans d'exploitation, 50-60 000 euros est facile à aller chercher. Okay. S'il met un peu la main à la pâte au lieu d'embaucher, après c'est toujours pareil, ça dépendra de l'implication que tu auras dans ta structure. Si derrière, plus tu embauches, moins tu te rémunères. Si tu bosses, de toute façon, c'est un métier où il faut bosser. C'est vraiment quelque chose où il faut être impliqué. C'est des montants que tu peux aller vite chercher, voire même dépasser. Pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on doit savoir sur la partie conciergerie, d'autres trucs dont tu voulais nous parler avant de passer sur l'activité de marchand de biens? Je crois qu'on a fait un peu le tour de la conciergerie, sauf si tu as une question complémentaire. Mais non, aujourd'hui, c'est un beau métier, très contraignant. Ouais. Par contre, il faut savoir, parce qu'aujourd'hui, les clients, ils sont quand même un peu compliqués, comme de partout. Mais par contre, c'est un métier intéressant au contact du client. Et puis voilà, après, en développement, il y a beaucoup de choses à faire parce que je pense que c'est un métier aujourd'hui dans les stations qui est très en retard. Par rapport au reste du marché, tu penses que les stations sont plus en retard que... Oui, c'est encore dominé par des agences un peu historiques. Oui. Ça tourne un petit peu à l'ancienne. Qui sont pas digitales, qui sont pas... C'est ça, nous, il y a tout en digitalisation pour nos locataires. On a des livrets d'accueil numérique. Je ne vais même pas dire qu'on a des livrets d'accueil numérique. Aujourd'hui, c'est la base. Voilà. Pour pas nous, partout, hein. Là où on est, c'est pas le cas. Donc, pour nous, c'est la base. Ouais. Voilà, aujourd'hui, nous, on a plein de services au-delà de la conciergerie qu'on propose. Hein, mais... Donc oui, non, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans de belles stations. Écoute, ça nous fait une transition pour parler du marchand de biens, de cette activité-là que tu as commencé donc, en 2019 avec une première opération. Est-ce que tu peux nous parler de comment, alors même s'il y a un lien un peu logique entre ce que tu faisais avant professionnellement en tant que salarié et ce que tu aurais pu faire en tant que particulier et professionnel après marchand de biens, comment tu découvres cet univers-là et quelle est ta première opération ? Alors, je découvre, c'est comme je te disais un petit peu déjà dès 2018. Aujourd'hui, je me posais des réflexions de ce que je pouvais faire à côté de mon job pour créer, pour avancer. 2019, j'en parle un petit peu de 3 réseaux autour de moi en disant si vous avez une OP, je me lance. Mais après, tant que tu n'es pas sur la place, tant que tu prospectes pas ouvertement, c'est un peu compliqué. C'est un ami aujourd'hui avec qui je jouais à l'époque qui m'a dit écoute, j'en ai une, c'est pour toi si tu veux la prochaine, et qui me la donne. Par contre, moi en termes de marchand, je vais pas aller sur du marchand, on va dire, comme on peut de rénovation d'appart, toutes ces choses-là, ça m'intéresse pas. Je vais aller plutôt sur des choses un peu plus compliquées, sur que ça peut être du remembrement, de la division, de la séparation, actuellement sur de la rénovation un peu plus lourde, voire même si je fais des offres aussi sur des opérations de promotion sur lesquelles je m'associerai peut-être si c'est plus gros. Mais voilà, plutôt la première opération, c'est une division. Maison plus, on va dire, maison insalubre. Donc, revendre de la maison, revendre du terrain à bâtir. Ok. 2020, ça prend un peu de retard du coup. Tout était fermé, mais on va dire qu'elle a été soldée en un peu plus long parce qu'il y a un permis à poser, mais ça a été soldé très rapidement. Tout était signé avant l'achat. C'est une bonne nouvelle. C'était C'était la belle époque. Le marché allait bien, tout se passait pour le mieux, et tu te lances dans quasiment le pire marché. On est 2022 où on est à l'apogée d'un marché qui est extraordinaire post-Covid et qui va se dégrader au fur et à mesure. Quand tu te lances comme ça en 2022, c'est quoi ta stratégie? C'est quoi ta vision? Aujourd'hui, ma stratégie, ce qui marchait bien à l'époque, les terrains, puisqu'aujourd'hui, très peu de travail à faire en face, un bout de division, un peu de savoir, un peu d'infos. Ma stratégie était celle-là, parce que j'ai entre la conciergerie, en 2021, je travaillais encore jusqu'à juillet 22.
un peu de consultant, les journées étaient très longues, j'avais pas forcément le temps de beaucoup prospecter. Je pense qu'il y a des gens qui avaient l'info avant moi. Ça a été de tisser mon réseau en stratégie, ça a été d'avoir des partenaires de confiance, leur montrer que je savais faire. Et ça a été mes 3 premières opérations qui sont encore en cours, hein, puisqu'on a tout acheté, dans les compromis 22, donc on a acheté entre fin 23 et là. C'est de la division, une maison, 2 terrains à bâtir, un lotissement de 4 lots. Voilà. Un lotissement de 4 lots, la dernière, c'est une maison et 2 terrains à bâtir aussi. Ok. Voilà, donc des OP simples, des OP division simples. foncière. La division foncière, je pense, m'orienter de plus en plus vers de la réa. Ok. Un peu réa lourde, parce qu'aujourd'hui, ça sera la tendance plus tard. Puisque le bâti, avec les lois qui arrivent... Avec la loi ZAN notamment. La loi ZAN notamment sera plus compliquée. Ouais. Donc voilà. Donc, tu t'adaptes un petit peu par rapport stratégiquement aux réglementations qui sont en vigueur, qui arrivent en tout cas en vigueur. Je vais m'adapter un petit peu. Et puis le problème des terrains à bâtir, on va dire, c'est que c'est des fonds qui sont bloqués quand même relativement longtemps. Parce qu'entre le moment... Alors, une DP, ça peut aller un peu plus vite. Puisque tu peux poser ton permis concomitamment à être sous compromis, sauf qu'un PA, tu un permis d'aménager, tu es obligé d'avoir fait les travaux pour poser le permis. Donc, on est sur des délais minimum de 6 à 8 mois, quand tout va bien, quand tout est signé en avance pour tout le monde. Donc, voilà. Au minimum, c'est plutôt 12 à 18 mois. C'est ça. Hein. Donc, c'est du temps un peu plus long. C'est des fonds qui sont bloqués quand on veut enchaîner les opérations. Aujourd'hui, j'ai 3 opérations que je porte. 2 en signature, une en développement sur lequel on devrait acheter en septembre, qui est de l'AREA, de 7 lots. Donc voilà, c'est un peu diversifier le risque par rapport à la conjoncture. C'est un peu ouvrir de nouveaux marchés. Puisqu'avec mes connaissances aujourd'hui, voilà, j'ai eu la chance d'être suivi aussi par rapport à des gens qui débutent assez facilement par des banques sur mes opérations. De par ton CV notamment. Ouais, Hein, et de par mon CV, mon expérience. Exactement. Une chose sur laquelle on peut revenir, de par mon patrimoine, puisque aujourd'hui, certains, on parle de RP, on a parlé de RP. Aujourd'hui, ma RP actuelle me sert fortement aussi, puisqu'elle est payée, et que le prêt aujourd'hui restant est de loin inférieur à une location, me permet d'avoir en banque une crédibilité. L'ARP, pour moi, du moment que ton prêt est inférieur à une loc et que tu ne mets pas plus de 20% de ton taux d'endettement, te servira par rapport à être locataire vis-à-vis des banques si tu veux aller en marchand. Bien sûr. Et ça, c'est un vrai conseil que je peux donner aujourd'hui. Ouais, c'est clairement un actif à ce moment-là, puisque c'est quelque chose qui va te permettre d'aller chercher de l'argent et d'avoir un effet de levier supplémentaire. Et en plus de ça, dans ton cas, tu as une RP où tu as potentiellement une plus-value latente qui est intéressante, j'imagine, puisque tu as toujours cette mentalité-là d'investisseur. Donc, c'est hyper, hyper intéressant. Ah bah, pour moi, la RP est aussi un point clé de mon développement et ça a toujours été vu en termes... alors, un peu coup de cœur, un peu je me fais plaisir, mais aussi dans l'idée qu'il ne faut pas que ça soit un puits sans fond, que l'échéance soit largement supérieure à un prêt, que je sois à 35-40% d'endettement. Non, ça a toujours été plutôt très, très prudent de ce côté-là. C'est quoi ton avis par rapport au marché actuel, au marché, donc on est en milieu 2024 quand on enregistre ce podcast-là, les auditeurs l'écouteront en septembre 2024. Comment tu le vois, ce marché-là actuellement, et comment tu le vois dans 6 mois, 1 an? Actuellement, il est dur. On va dire ça fait 8 mois que tout est à l'arrêt, surtout sur les terrains, puisque les terrains, il n'y a plus de prêt à taux zéro, les banques demandent beaucoup d'apports et les gens ont du mal à se projeter déjà sur les terrains. Et du coup, aujourd'hui, avec les taux qui sont remontés, mais qui ne sont pas non plus, c'était plutôt ce qui avant n'était pas normal. Aujourd'hui, un peu élevé, mais ça va corriger sur la fin d'année. Je sens que ça rebouge. C'est pas de la folie. Je sens qu'on sera plutôt aujourd'hui guidé par de la résidence principale que de l'investisseur pur rapidement. Mais ça sera, on va dire, une reprise tranquille après l'été. Et après, plutôt à partir de 2025, où on devrait, avant les futures élections de 27, pour la promotion qui risque de remettre un bout de coup d'arrêt, parce qu'il se passe toujours 6 mois, 8 mois avant. Donc moi, il est dur. Je pense que il y aura des opportunités. Le cash va être roi derrière et que beaucoup de marchands, une partie de marchands qui ont fait des opérations moins rentables, pas l'air insolites, qui pensaient revendre en 6 mois, 8 mois, au bout de 16 mois, ils vont avoir quelques difficultés à convaincre la banque de les suivre. Ils vont être obligés soit de revendre à la casse, soit de... Voilà. Donc ça va épurer le marché. Aujourd'hui, moi, dans toute crise... on en ressort plus fort si on est bon. Donc moi, je suis content. Ça va épurer le marché avec
des marchands qui n'avaient rien à faire sur la place. Bien sûr. Et tu t'adaptes ou pas? Tu as une stratégie un peu différenciante que ce que tu avais prévu de faire? Est-ce que tu vas changer un peu ton spectre? Est-ce que tu vas te dire j'achète vraiment si je suis pas cher du tout? Enfin, est-ce que tu as une stratégie un peu différente? Moi, je sais que aujourd'hui, on continue à beaucoup regarder des opérations. Par contre, on fait des offres fracassées par rapport à avant où on faisait des offres basses déjà. Là, on fait des offres fracassées. Moi, si ça passe très bas, ça passe. Sinon, tant pis. Enfin, je préfère passer à côté d'une opération aujourd'hui que de la prendre, la saisir et derrière de ne pas arriver à commercialiser ou en tout cas à pré-commercialiser les lots parce que le marché est tellement lent que j'anticipe des prix de pré-commercialisation bien plus bas que le marché. Mais quand je dis bien plus bas, c'est entre 5 et 10% en dessous du prix du marché pour tout vendre très rapidement. Je pense que ça, c'est une bonne stratégie. Mais par contre, je pense que les vendeurs sont pas prêts. Pas encore. Ça commence. Alors, parce que des vendeurs pendus, il n'y en a pas. Il y a peu de biens sur le marché parce que ceux qui veulent acheter ont obligé de vendre et du coup, c'était un peu attentiste. Aujourd'hui, moi, clairement, j'avais mis les 6 premiers mois de l'année, là, un peu le développement, un peu la pédale parce que du coup, beaucoup de fonds qui sont bloqués et un gros coup d'accélérateur sur la conciergerie pour développer pour les étapes futures. Et pour finalement faire du cash parce que là, t'as aucune barrière de développement. La conciergerie me permet de faire des remontées de trésorerie sur ma holding, ma société de marchand, qui me permet de les réinvestir dans des tours de table, soit dans des tours de table, soit sur des invests, soit sur voilà. Donc ça a été la conciergerie aujourd'hui, elle me sert à ça. Elle me sert à faire remonter de la trésor sur ma boîte. Après, oui, pour moi, il y a aussi d'autres stratégies possibles. C'est d'aller chercher une baisse de prix, mais c'est aussi aller négocier les conditions de paiement. On en a parlé tout à l'heure un peu en off avant. On parle de vente à terme. Moi, aujourd'hui, c'est des choses que sur les prochaines opérations, je vais aussi proposer aux vendeurs, à condition qu'on ait sécurisé des choses. Voilà, il faut avoir. Bien sûr, parce que c'est encore plus risqué dans ce marché-là actuel de pouvoir liquider et vendre les biens. La vente à terme, c'est un marché où il faut faire attention quand même. Moi, j'en fais beaucoup, mais tu peux leur faire des propositions différentes. Ouais. L'avantage aussi avec mes casquettes, c'est que quand je vais voir un propriétaire, je peux lui faire des simulations de promotion, de marchand, de lui faire, voilà, vous pouvez en gagner ça, ça, ça et ça sur telles conditions. Et monter une agence immobilière, ça te plairait pas, toi? Avec les perspectives que tu as, avec l'écosystème. On est agence aujourd'hui. Oui, mais vraiment transactionnel. Je sais pas. Ça peut être mais ça serait, en tout cas, qu'on remette les choses, ça serait pas à l'Alpe. Si je la monte, ça serait peut-être sur Grenoble pour aller me faire un complément de marchand, pour aller me chercher les opérations, pour faire de la revente de mes opérations. Aujourd'hui, 100% de la revente est donnée aux agences qui m'apportent l'opération, bien sûr, ou même est donnée à une agence, même si elle m'a pas apporté l'opération. Je m'occupe pas des reventes. J'ai pas le temps. Ça marche dans la relation de partenariat. Aujourd'hui, certaines agences sont même baissent un peu leurs frais, jouent vraiment le jeu par rapport au volume qu'on a. Donc, aujourd'hui, c'est une piste, mais c'est pas dans les 6 ou 8 prochains mois qu'elle sera montée. Ok, ça marche. Après, qu'est-ce que tu penses de la situation dans le marchand de biens? C'est-à-dire que c'est souvent quelque chose qu'on voit énormément. Il y a souvent un financier, quelqu'un qui gère l'opération, ou alors il y a plusieurs personnes sur long terme. Sur tous les projets que tu as, est-ce que tu es associé forcément? Quelle est la différence que tu vois sur des projets où tu ne l'es pas, par exemple? Alors, les projets où je ne le suis pas, c'est plus simple. Tu es tout seul, tu prends ton risque, tu le gères. Aujourd'hui, ce que j'avais à l'époque, c'est pourquoi m'associer quand je suis capable de la faire tout seul. Si c'est moi qui amène l'opération, si c'est moi qui la finance, si c'est moi qui la monte, aller trouver quelqu'un et lui dire bien on va partager l'OP. Pas grand intérêt. Pas grand intérêt, sachant que pareil, quand je dis des opérations, moi, en dessous d'un certain niveau d'honoraire, j'ai envie de te dire honoraire marge, le couple que la banque regarde, j'ai pas envie d'y aller. Ouais. Je me suis mis à un niveau sur lequel je descendrai pas forcément parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup de temps investi. Je préfère investir sur une opération plus grosse. Je suis voué à faire des opérations un peu plus grosses que une toute petite de je prends un T2, je fais 2 studios. Ça, voilà, ça peut être bien pour quelqu'un qui commence, pour se faire la main, pour comprendre le mécanisme. Tu as la moindre bricole, tu as la moindre baisse, tu te retrouves à zéro en marge négative. Donc après aujourd'hui, oui, je suis associé sur une opération. Tu connais mes 2 associés. Bien sûr. Voilà. Qui sont passés dans le podcast, d'ailleurs, David et Dorian. Voilà. Dans les semaines précédentes, vous pouvez remonter quelques dizaines de podcasts en arrière après celui-ci pour les écouter avec grand plaisir. Voilà, exactement. C'est des gens que j'avais rencontrés parce que j'avais financé leur première opération dans un tour de table. Ouais. Parce que je fais du tour de table. J'avais fait à l'époque un peu de tour de table aussi. Donc je les ai rencontrés comme ça, ils m'ont proposé de s'associer sur une opération avec eux, j'ai tout de suite accepté parce que voilà, ça fait partie des gens sur lesquels j'ai confiance, parce que je m'associerai qu'avec des gens que j'ai confiance ou que je sens bien, c'est plutôt au feeling parce que ils t'ont pas raconté peut-être toute l'anecdote de comment on s'était financé.
Autour d'une pizza, non? C'est autour J'ai voilà. l'histoire d'une pizza en tête. C'est ça, c'est autour d'une pizza, ça a duré 10 minutes, je leur ai dit ok, je vous finance le projet. Ah ouais, donc c'est pas mal. Voilà, Ouais. beaucoup au feeling. Et aujourd'hui, voilà, je regrette pas, ça s'est bien passé. Après, leur opération était bien montée, bien sécurisée, avec déjà des pré-contrats de réservation, voilà. Mais si tu veux, moi, te montrer quand même les choses, les avantages qu'il y avait sur l'opération. c'était peut-être 2021. Ouais. Voilà, avec l'expérience, quand je visite, je sais même à la sortie si je veux y aller ou si je veux pas y aller. Ouais. Après, le montant, c'est autre chose, Ouais. mais où je sais que si l'opération va être intéressante ou pas, ou si j'y vais ou pas. Leur projet, voilà, Tu savais que c'était bien. c'était à Voiron, c'est ma ville de naissance, donc je connaissais l'environnement. Très vite, voilà. Ouais. Donc, m'associer, je pense que ça va faire partie aujourd'hui de mon développement, parce que quand on est seul, on partage pas. Et aujourd'hui, c'est un peu ce qui me manque par rapport à avant. J'ai des gens sur lesquels aujourd'hui on est en réflexion sur des opérations sur lesquelles je partagerai, un promoteur que je vois très régulièrement. Je me dis j'ai envie d'en faire une avec lui. Voilà. Je pense que mes prochaines opérations, on ira peut-être chercher de l'association, mais il faut que dans toute association il y ait un intérêt pour tout le monde. Intérêt personnel pour chacune des parties de ça. l'association, Sinon, parce que voilà, ça tient pas, sinon ça tient pas. Il y a des frustrations derrière de chacune des personnes, donc c'est pas le but. Mais l'idée est peut-être d'aller développer un peu plus fort fin 24-25 la boîte de marchand aussi en parallèle, avec des associations. Ok, ça marche. Écoute, on arrive vers la fin du podcast, Cyril. J'ai 2 dernières questions à te poser pour terminer et clôturer ce podcast que je pose à chacun de mes invités. La première, c'est est-ce que tu aurais un conseil à donner à un auditeur qui nous écoute, qui est potentiellement entrepreneur ou pas aujourd'hui, un conseil qui, toi, t'a impacté dans ta vie entrepreneuriale? Un conseil, alors pas qu'on m'a donné, mais l'expérience m'a fait voir, c'est que il faut oser plutôt se faire confiance, voir plus grand. Aujourd'hui, vous avez quand même beaucoup, on va dire, en libre service. Je vends pas de formation, et puis en libre service, beaucoup d'infos pour pouvoir se poser les bases, se poser les bonnes questions. Et un deuxième, si on veut vraiment progresser, que j'ai du mal à appliquer à moi-même, parce que ceux qui regardent le podcast, qui me connaissent, le savent, c'est le savoir déléguer. Je pense que le savoir déléguer, c'est pas une question de confiance, un peu, mais c'est aussi une savoir de lâcher prise sur certains sujets de l'opérationnel. Tant qu'on est dans l'opérationnel, on ne sait pas avancer. Aujourd'hui, voilà, moi, la délégation, je vais y travailler fort dessus, en faisant des reportings peut-être, mais sans qu'il y ait trop de reporting. Mais voilà, moi, c'est oser se lancer, parce que sinon, vous ne ferez pas d'erreur. Alors, des petites, il faut vraiment que le risque soit maîtrisé. Attention, bien sûr. C'est pas un conseil. Voilà, c'est vraiment de se dire, c'est pas la première boîte qui va marcher, ou c'est pas la première idée qui va marcher, mais vous allez prendre comment il faut faire. C'est peut-être le deuxième projet qui sera plus rentable, vous aurez compris. Mais c'est savoir déléguer quand on veut grossir. Je parle surtout de la conciergerie. Bien sûr. Ça a été dur à embaucher, parce que il y a un risque financier. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une manager à mes côtés qui gère beaucoup, sur lequel je peux vraiment déléguer, sur lequel j'ai totale confiance. Et ça m'a permis vraiment de passer la vitesse supérieure. Elle est avec moi depuis mars, on va dire 23, puisqu'on est en juillet 24. Donc depuis mars 23, elle est à mes côtés. Et aujourd'hui, c'est un peu aussi grâce à elle que la conciergerie pourra croître. Et l'idée de franchise, l'idée de développement est forcément venue le jour où je me suis senti, on va dire, libéré de la partie opérationnelle. De la partie opérationnelle, puisqu'avant, je faisais tout. Ouais. Donc voilà. Pour moi, un des gros sujets de l'entrepreneur, c'est savoir déléguer. Ok, écoute, merci pour ces 2 conseils. Cyril, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut échanger avec toi? Où est-ce qu'on peut t'envoyer un message? Alors, LinkedIn ou Instagram. Allez, super, on mettra ça en description. Merci Cyril. Merci beaucoup. J'espère que l'interview vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à partager, à commenter. Et on se retrouve mercredi prochain à 10h pour un nouvel épisode.